Dans le fond de la rade de Brest, la terre et la mer s'interpénètrent. Fertilité de la terre et richesse de la mer ont permis le développement économique de la presqu'île. Depuis le XIIe siècle, l'activité maritime de Plougastel a été intense. Après la pêche à la morue et au saumon, ce fut le tour du dragage des praires, puis à partir du XVIIIe siècle, du dragage des coquilles Saint-Jacques, et ensuite celui des huîtres. Mais l'utilisation de la mer ne s'est pas toujours bornée à la pêche pour les Plougastel. Celle-ci a longtemps fourni les végétaux nécessaires à amender les terres. D'abord le goémon, puis à partir du XIXe siècle, une algue calcaire, le merle, qui se récoltait pendant l'hiver. Au fond de l'anse du Moulin Neuf, c'est au village de Pont-Calec que jusqu'à 1960, les bateaux venaient décharger ce merle, charroyé ensuite jusqu'au terrain. On comprend ainsi la dualité économique de la région. Nombreux Plougastel, agriculteurs l'été, deviennent marins-pêcheurs l'hiver, lors de la saison du dragage des coquilles et du merle. La devise de Plougastel, sur terre et sur mer, prend ici tout son sens. Longtemps isolée géographiquement, la presqu'île s'est subdivisée en 6 zones, nommées coordonnées, autour des anciens lieux de culte celtiques, christianisés par les Bretons. Ces zones, délimitées par la géographie, étaient organisées autour d'une ou 2 chapelles, ce qui permettait à une population trop éloignée du bourg de suivre les messes. Ainsi, Pont-Calec faisait partie du douar Bayonne, qui s'étalait autour de la chapelle Saint-Claude. Dans ce village, en 1881, 200 bateaux déchargeaient 2500 tonnes de merle. À terre, l'activité y était importante, grâce à la forge qui permettait l'entretien des roues de charrette et le ferrage des chevaux, ainsi qu'aux 3 cafés de quartier. Avec les progrès agricoles, les activités diminuèrent et les derniers bateaux remontèrent le merle jusqu'en 1960. Les charrois furent remplacés par les tracteurs et la forge s'arrêta, laquelle s'est endormie quelques années, jusqu'à ce que le comité de quartier décide, pour remémorer une page de l'histoire maritime de Plougastel, d'entretenir un chalutier coquillier et de faire revivre par un jour de grande marée la pratique ancestrale du dragage et du déchargement du merle, ainsi que son convoi par des attelages. Pour faire revivre le déchargement du merle, lorsque 7 à 8 bateaux de 3 à 4 marins accostaient à la cale, les bénévoles des associations du douar Bayonne ont travaillé sans se ménager. Au jour prévu dès 8 heures, les bateaux se préparaient au Tinduf. La matinée était consacrée au dragage du merle en rade de Brest. Pendant le dragage du merle, du côté terre, les attelages se préparaient avec leurs équipages costumés pour venir défiler place du Calvaire en compagnie du Bagad Adaré. Si les costumes bretons sont très diversifiés, l'originalité du costume de Plougastel est d'être le costume d'une commune et non celui d'une région.
Il représente pour les Fougastel l'appartenance à une communauté. Mais il représente également un code social, et le costume traditionnel varie selon l'âge, le sexe, le travail, mais aussi les circonstances de la vie. Le costume a évolué avec le développement économique et culturel de la presqu'île. Les couleurs se sont modifiées, la décoration est devenue de plus en plus importante. Les transformations vont s'accélérer à la fin du XIXe siècle, lorsque les communications avec la ville s'intensifient. Mais de tous les éléments du costume, c'est la coiffe, montrant l'appartenance à un groupe et la dignité de la personne, qui connaîtra une moindre évolution et sera le plus longtemps maintenue. Pour cette troisième fête du Merle, les attelages si difficiles à trouver lors de la première fête de 1994 se sont rassemblés avec enthousiasme. Après un défilé autour du bourg, les attelages se dirigent vers la place, en compagnie du Bagad. Vers 13h, les attelages rejoignent Pont-Calec pour prospecter la cale, où ils feront le chargement de merle dans l'après-midi. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il s'en va en croisière pour aller chercher l'anglais. Puis il rallie le site festif, où un public déjà important les attend. Là, le spectacle de rue a débuté, avec le groupe Canarian Trouzoul. Mais l'hiver, t'étais au dehors, quoi. Bougez pas, les gars. Tout est prêt pour le repas des équipages. Et les responsables de la restauration commencent à s'affairer. Ils sont pas meilleurs.
Quant aux stands, ils accomplissent leurs derniers préparatifs pour les expositions proposées l'après-midi, alors que le Fest Days a déjà débuté. Dès le début de la marée montante, les bateaux vont se préparer pour remonter l'anse du Moulin Neuf, chargés du merle dragué dans la matinée. La rade de Brest a toujours été indispensable pour une activité complémentaire des agriculteurs, car elle est exploitable en hiver. À partir du XVIIIe siècle, les coquilles Saint-Jacques de la rade, qui ont la particularité de posséder un corail, étaient draguées du 15 octobre au 15 avril. Après Portsmouth, le Tinduf fut l'un des plus importants ports pour la coquille. Jusqu'au début du XXe siècle, les coquilles étaient portées à Brest tous les jours et vendues directement par les pêcheurs. Puis, des intermédiaires vinrent les acheter pour les expédier vers Paris. Le dragage des coquilles Saint-Jacques se faisait en 3 étapes à l'aide d'un filet de chanvre. Au premier tour, les bateaux déblayaient la vase. Au second tour, on récoltait quelques coquilles. Et au 3e passage, c'était la pleine récolte. De l'après-guerre jusqu'à 1960, 2000 à 3000 tonnes de coquilles étaient récoltées chaque année par 400 unités de pêche. Lorsque les coquilles se sont raréfiées vers 1964, après un hiver rigoureux, les paysans pêcheurs se sont tournés vers le dragage et la culture des huîtres. Des gisements naturels d'huîtres plates ont constitué la moitié des revenus des marins jusqu'en 1970. Mais une parasitose sur l'huître en 1972 eut des conséquences désastreuses. La pêche en rade a connu en 50 ans une forte diminution. Sur 400 bateaux, en 1950, moins de 90 opèrent actuellement pendant l'hiver. La pêche est maintenant gérée de façon rigoureuse. Un petit nombre de navires sont autorisés à pêcher, mais pendant un temps moindre, et un effort de repeuplement s'effectue grâce à l'écloserie de coquilles Saint-Jacques du Tinduf. Les bateaux de pêche professionnels ayant diminué, les vieux gréments se sont fait un plaisir de participer à la remontée de l'anse pour cette fête maritime. Les voiliers de Plougastel étaient au XVIIIe siècle des gabarres à 2 mâts. Puis les côtres remplacèrent les gabarres avec un gréement aurique. La plupart des coquilliers étaient de ce type. À la fin du XIXe siècle, la découverte des propriétés du merle et du goémon rouge fit apparaître une nouvelle activité de dragage qui s'effectuait de la Toussaint à avril. Ces algues permettaient l'amendement des terres. Chaque batelet demandait une journée de dragage. Les paysans s'approvisionnaient directement aux pêcheurs et venaient au port chercher leurs commandes avec leurs charrettes.
À chaque grande marée, pendant 8 jours, 7 à 8 bateaux venaient vider sur la cale leurs batelets, récupérés sur des tombereaux. À ce moment-là, bon, c'est aussi que les objets chimiques. Alors que l'assaisonnement, donc, qui lui est le général Leclerc, donc, qui fait son entrée également dans le port de Pont-Calais. À l'automne, on débarquait le Bizinruz, ou Guémont rouge, destiné aux plantations de fraisiers et céréales. Ce qu'on appelait à cette époque-là, comment ça s'appelle? Un pot rouge, non? C'est ça? Un pot rouge, oui. C'est-à-dire que pour la prochaine édition, les revoir tous, alors il faut qu'on se fasse bien voir. Bon, bah écoute, on va... Quelque chose que tu as connu, toi. Oui, tout à fait. Au début du printemps, un merle plus lourd, destiné au chauffage des terres avant les cultures, était débarqué. Le peu de qualité de Marou, parce que ce qu'ils font là, c'est pas du tout évident. Donc de gros applaudissements pour tous les marins de cette 3e édition de la fête du Merle. Car ça, toi, c'est une tranche de ta vie. Donc le maire était déchargé en petit tas, comme ça, sur le champ, et ensuite il était étalé tout simplement à la source. Ça ne représentait pas des très grands volumes. Et puis... Après les tombereaux attelés, les premiers tracteurs firent leur apparition et remplacèrent les chevaux pour l'activité de ramassage du merle. Dans ce milieu-là... Alors, est-ce que tu as connu cette époque du merle? Est-ce que tu as eu l'occasion de préparer les attelages et de travailler? Et là, la belle Germaine qui vient de rentrer. On a donc également d'autres sloops. Je vais chausser les bottes parce que là ça devient nécessaire. Juste peut-être pour vous rappeler que Pont-Calais, quelques chiffres. En 1880, il y avait 200 bateaux, 2500 tonnes de mer et 50 bateaux de chauffage. C'est vous. Bien avant l'exploitation du merle, en raison de l'abondance des fonds rocheux et plats, le champ d'algues fut exploité. L'eau de mer contient la totalité des éléments simples qui constituent notre planète. Les algues y puisent les sels minéraux et les oligo-éléments indispensables à la vie et permettant le bon déroulement des réactions biologiques des organismes. Elles conditionnent notre existence et leur intérêt n'est donc pas à démontrer. Les algues, échouées sur les grèves après les tempêtes, ont longtemps été ramassées pour être étalées sur les champs, servant ainsi d'engrais. Elles y libèrent sels minéraux et oligo-éléments nécessaires aux cultures. La récolte du Guémont était une coutume sur Plougastel, comme dans de nombreux villages du Finistère. 2 périodes de 3 jours étaient autorisées en février, et chaque village avait son terrain de coupe. Il faut savoir que la coupe de Guémont est bien plus ancienne comme pratique que la coupe du Merle, car la marée d'équinoxe au mois de mars, et à cette époque-là, eh bien, il fallait parfois s'enfoncer loin dans l'eau, jusqu'à la taille dans une eau évidemment qui n'était pas à 22 ou à 23 degrés, on s'en doute. Les chevaux notamment, compte tenu des fonds particulièrement vaseux qu'on peut retrouver sur la côte de Plougastel, les chevaux ne pouvaient pas aller très loin. En même temps que le déchargement du merle, une démonstration de labour à l'ancienne est proposée au public. Pour aller au bal, s'habille en amiral, votre casaque, chapeau tiré, Jean-François est paré. Depuis le XVIIIe siècle, l'élevage des chevaux était l'élevage le plus important sur Plougastel, car ils étaient utilisés pour le travail de la terre. Le merle récolté était charroyé jusqu'au terrain et étendu sur le sol avant que celui-ci ne soit labouré. Jacques Boudroulis, les matelots assoupis vont en mesure et bord sur bord avec le bout dehors. Savez-vous les gars, danser la polka, aimez-vous passer, la mer va vous faire danser.
Le vent qui souffle de partout accorde son billot. Sur les versants protégés, dans les terres chaudes, on cultive l'orge et le froment. Et des primeurs qui, cultivés à l'abri des talus, devancent de 6 semaines l'époque où ils se développent ailleurs. Il en est ainsi des poireaux, navets, haricots rouges et blancs, fèves et pois, mais aussi des pommiers, framboisiers, cerisiers, poiriers et figuiers. Les premières fraises ramenées du Chili, plantées vers 1720 à Plougastel et qui par la suite ont fait la réputation de la presqu'île, doivent beaucoup aux bienfaits du merle sur les coteaux de Lannemezan. Sei dans la pipe come il tabac, hola, hola. Sei dans la pipe come il tabac, hola, hola, la. Pare à virer les gars, prenez aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la cale qu'il y a les rats, hola, hola. C'est dans la cale qu'il y a les rats, hola, hola, la. Pare à virer les gars, prenez aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est sur la côte qu'on met les mâts, hola, hola. C'est sur la côte qu'on met les mâts, hola, hola, la. Paré à virer, les gars, prenez aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la gueule qu'on se met le tapia, hola, hola. C'est dans la gueule qu'on se met le tapia, hola, hola, la. Paré à virer, les gars, prenez aller. On se posera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Mais une femme ça se met dans les bras, oh là, oh là. Mais une femme ça se met dans les bras, oh là, oh là, là. Paré à virer. Pendant ce temps, sur le plancher en plein air posé à l'occasion de la fête, les danses folkloriques se succèdent. Alors que la mer s'est retirée, la foule a quitté la cale pour se rallier au repas moule frites accompagné de chants marins, avant de continuer la soirée par un gigantesque fest-noz. Les préparations vont bon train avant que le public n'entre en scène.
Les danses se termineront tard dans la nuit. Seules les lumières de l'espoir, reflets de la fête, éclaireront l'anse jusqu'au lendemain. Les bateaux, au sec pendant la nuit, profitent dès le lendemain matin de la marée montante pour quitter la cale. Petit à petit, la marée recouvre la cale.